Regarde le jardin de ton voisin par-dessus la clôture, maintenant, pendant que le tien se couvre encore de chardons. Chez lui, pas une seule rosette épineuse entre les rangs de poireaux, pas une tige dressée le long du grillage. Même terre que la tienne, même pluie, même vent qui apporte exactement les mêmes graines. Et pourtant chez toi, ils reviennent chaque printemps, plus nombreux, plus profonds, plus insolents que l'année d'avant. La différence tient à un seul geste, fait une seule fois par an, avec un liquide que tu jettes dans ton évier presque tous les soirs. Et ce geste a une date, tu m'entends bien, une vraie date de calendrier. Fin août, début septembre, pendant 2 ou 3 semaines, pas davantage. Si tu rates cette fenêtre, tout ce que tu feras au chardon jusqu'à l'été prochain ne fera que le chatouiller. Si tu la prends, il ne reverra jamais le printemps, ni lui, ni ses enfants souterrains. Dans quelques minutes, je te donne la recette exacte du voisin, dose par dose, jour par jour. Mais d'abord, il y a une erreur que font 9 jardiniers sur 10 face au chardon. Et tant que tu l'as fait, aucune recette au monde ne te sauvera. Cette erreur, tu la fais probablement chaque été, avec le sentiment du devoir accompli, et c'est bien ça le piège. On y vient, reste avec moi. Tu n'y es pour rien, je préfère te le dire tout de suite. On t'a appris à te battre contre ce qui dépasse de la terre, parce que c'est la seule partie qu'on voit. Les étiquettes des bidons parlent des feuilles. Les magazines montrent des photos de feuilles grillées et personne ne gagne 1 centime en t'expliquant ce qui se passe à 2 mètres sous tes bottes. Ce n'est pas un mensonge, c'est simplement du commerce. Celui qui vend un produit à 30 € le litre n'a aucune raison de te parler d'une casserole d'eau qui ne coûte rien. Il ne te trompe pas, il vend. Et toi, tu achètes ce qu'on met en rayon, comme tout le monde. Alors, voilà le contrat de cette vidéo. Concrètement, sans grandes phrases. Tu vas comprendre pourquoi le chardon se moque de la binette, du vinaigre et de tes arrachages les plus soignés. Tu vas savoir ce que le voisin verse exactement, pourquoi ça ne marche qu'à la fin du mois d'août et presque pas en juin. Et tu repartiras avec un protocole en 5 étapes, avec les doses et les jours à commencer dès cette semaine. Ça te va? Comme contrat? Souviens-toi une seconde du potager de ton grand-père. Est-ce que tu y as déjà vu des chardons installés en colonie, comme chez toi, le long du composteur? Rarement, n'est-ce pas? Il n'avait pourtant ni bidon, ni pulvérisateur à batterie, ni rayon jardinage à 20 minutes de voiture. Il avait un calendrier dans la tête, transmis par son propre père, et c'est exactement ce calendrier qu'on va remettre dans la tienne aujourd'hui. Mais avant la recette, fais le compte de ce que cette guerre t'a déjà coûté, parce que le chardon est sans doute la mauvaise herbe la plus chère de ton jardin. Prends de quoi noter, ou compte de tête, avec moi. Le débroussaillant spécial, ronces et chardon du magasin, coûte entre 25 et 40 € le litre. Tu le pulvérises consciencieusement, le feuillage noircit en 1 semaine et tu savoures ta victoire. Sauf qu'au printemps suivant, les pousses ressortent 1 mètre plus loin, parce que le produit n'est jamais descendu au bout des racines. Tu rachètes donc un bidon et le rayon te remercie. Le vinaigre concentré coûte 3 ou 4 € la bouteille et brûle les feuilles en une après-midi, ce qui fait très plaisir à regarder, mais la racine ne s'en aperçoit même pas. Et 3 semaines plus tard, la rosette est de retour au même endroit, un peu plus large qu'avant. Tu as déjà vécu ça, avoue. Le gros sel paraît malin, puisque lui, au moins, tue pour de bon. Sauf qu'il tue tout sans distinction. Les vers, les microbes, tes futures salades et une terre salée restent stériles pendant des années. Au potager, le sel n'est pas un désherbant. C'est un incendie qu'on allume soi-même. Ajoute la gouge à asperges à 20 ou 30 €. Le désherbeur thermique à gaz avec ses cartouches.
les heures passées à genoux sous le soleil de juillet, et fais l'addition sur 10 ans. Plusieurs centaines d'euros, des dizaines d'heures, un dos abîmé, et les chardons sont toujours là, plus gras que jamais. Combien tu as dépensé, toi, rien que l'an dernier? Compte honnêtement, je t'attends. Et il n'y a pas que le portefeuille dans cette histoire, il y a ta table et tes petits-enfants. Chaque nuage de pulvérisation dérive de quelques mètres, et il retombe où, à ton avis? Sur les laitues que tu coupes le samedi, sur les fraises que les petits mangent directement dans le rang, sans passer par l'évier. Tu paies donc 2 fois, une fois à la caisse du magasin, une fois à table, et la deuxième facture ne s'affiche nulle part. Sans compter les épines dans les petites mains qui jouent pieds nus sur la pelouse, tu connais les cris qui vont avec. Et pendant ce temps, la solution du voisin coûte exactement 0 €, puisque c'est un déchet de sa cuisine, une eau qu'il aurait de toute façon jetée. Alors la vraie question n'est plus comment tuer le chardon. La vraie question, c'est pourquoi personne ne t'a jamais montré ce geste, ni à l'école, ni à la télévision, ni au rayon jardin. Il y a une réponse, elle a un nom, une année et un tiroir d'archives. Et quand tu vas l'entendre, quelque chose va se remettre en place dans ta tête. Mais je te dois d'abord l'erreur, celle que je t'ai promise au début. Elle ressemble au geste parfait du bon jardinier, et c'est pour ça qu'elle est si vicieuse. Tu repères un beau chardon après la pluie, tu le saisis à la base entre 2 gants, tu tires doucement, en tournant un peu, comme on t'a montré. Tu sens la racine venir, elle résiste, puis elle cède avec ce petit claquement sourd, et tu brandis 30 centimètres de racine blanche avec une fierté de pêcheur. Tu la connais, cette satisfaction, n'est-ce pas? Grave bien cette image dans ta mémoire. 3 semaines plus tard, à l'endroit exact de ton trophée, tu trouveras non pas un chardon, mais un cercle de 5 à 8 pouces neuves, rangés en rond, comme des invités autour d'une table. Tu ne feras pas le lien, tu accuseras l'année humide ou les graines du champ d'à côté. Le lien existe pourtant, il est mécanique, imparable, et quand tu l'auras compris, tu ne tireras plus jamais sur un chardon de ta vie. L'explication arrive juste après l'histoire d'un homme qu'on a fait taire poliment, parce que c'est lui qui l'a trouvé le premier. Cet homme, c'est celui qui a compris avant tout le monde pourquoi ta méthode ne marche pas, et son nom ne te dira rien, justement parce qu'on l'a rangé dans un tiroir. Marcel Roubaud, chef de culture dans une station d'essai agricole de la Nièvre au début des années 60. Un homme de terrain, pas un théoricien. Le genre qui notait la météo chaque matin dans un carnet à couverture toilée. Sa station croulait sous le chardon des champs, et les consignes officielles de l'époque ne donnaient rien de durable. Pendant 4 étés, Marcel a divisé un champ infesté en 3 parcelles identiques. Même sol, même exposition, même densité de chardon compté pied par pied. Sur la première, ses ouvriers arrachaient à la main, comme tout le monde faisait et fait encore. Sur la deuxième, on fauchait tout l'été, dès que les boutons apparaissaient, sans jamais arracher. Sur la troisième, on fauchait pareil. Mais Marcel ajoutait une unique intervention supplémentaire la dernière semaine d'août, puis interdisait à quiconque de toucher la parcelle avant le mois de mai. Il comptait tout, notait tout, dessinait même les racines qu'il déterrait pour vérifier. Au 4e printemps, la première parcelle portait davantage de chardon qu'au premier jour. Tu as bien entendu, davantage. La deuxième en avait perdu à peu près la moitié. Un progrès réel, mais lent. La troisième était propre à plus de 9/10, et les rares survivants sortaient pâles, tordus, incapables de fleurir. Qu'est-ce qu'il faisait exactement, ce dernier soir d'août, avec ses seaux fumants? J'y viens, c'est le cœur de cette vidéo. Mais écoute d'abord la fin de l'histoire, parce qu'elle explique pourquoi tu ne l'as jamais lu nulle part. Marcel a rédigé son rapport, 40 pages, chiffres et croquis à l'appui, et l'a transmis à la commission technique départementale. La commission
l'a écarté en un seul paragraphe, pour insuffisance de méthode scientifique, sans qu'aucun de ses membres ne se déplace jamais voir les parcelles. Il faut comprendre l'époque pour ne pas y voir un complot. La France équipait ses campagnes en produits de synthèse, les coopératives avaient des objectifs de vente, les usines tournaient à plein, et un protocole à base d'eau de cuisson et de patience n'intéressait ni un vendeur, ni un plan de modernisation. Personne n'a menti. Tu comprends? Simplement personne n'avait intérêt à s'en souvenir. Marcel a terminé sa carrière mutée à l'entretien des vergers, son champ d'essai a été rendu au maïs et son carnet toilé a dormi 30 ans dans une armoire métallique. Le plus troublant arrive justement 30 ans plus tard. Dans les années 90, des chercheurs danois qui n'avaient jamais entendu parler de la Nièvre ni de Marcel publient leurs propres essais sur les dates de fauche du chardon des champs. Leur conclusion tient en une phrase: la coupe de fin d'été, suivie d'un repos forcé, vide les racines plus sûrement que toutes les interventions de printemps réunies. Deux pays, deux époques, aucun contact entre les deux équipes, et le même verdict au mot près. Quand deux personnes qui ne se connaissent pas trouvent la même chose à 30 ans d'écart, ce n'est plus une astuce de grand-mère, c'est une loi de la nature. Si cette histoire te touche, laisse un pouce pour Marcel Roubaud, pas pour moi. Il a eu raison tout seul. Pendant 30 ans, il l'a payé de sa carrière et il ne l'a jamais su. Maintenant, le mécanisme, et tu vas voir que tout s'éclaire d'un seul coup. Imagine la racine du chardon comme une cave à provisions, un long cellier vertical qui descend à plus de 2 mètres sous tes pieds, bien au-delà de ta bêche. Toute l'année, la plante vit sur 2 courants. Au printemps, le cellier se vide. Les réserves montent pour construire les tiges et les feuilles. Et au début de l'été, il est presque à sec, à peine 3% de sucre dans la racine. Puis, à partir de la fin août, le courant s'inverse. Et c'est le moment que tout le monde rate. Les feuilles se transforment en pompe, la sève descend au lieu de monter, et jusqu'aux premières gelées, la plante remplit frénétiquement son cellier, jusqu'à plus de 25% de réserve. Tu saisis pourquoi la date compte plus que le produit? En juin, tout ce que tu verses frappe une plante au courant montant, qui répare les dégâts en quelques jours avec l'énergie qui arrive d'en bas. Fin août, tu frappes une plante dont toute la circulation s'est retournée vers le bas et qui n'a plus qu'une seule mission au monde, remplir sa cave avant l'hiver. Et la pousse d'avril, à ton avis, elle vit de quoi pendant ces 2 premières semaines? Elle n'a pas encore de feuilles. Donc, pas d'usine à énergie. Elle grimpe vers la lumière en mangeant uniquement ce qu'il y a dans le cellier familial. Une racine bien remplie propulse sa tige à travers 10 centimètres de terre battue comme un poing à travers une feuille de journal. Une racine vide n'arrive même pas à soulever la porte de sa propre cave. Voilà tout le secret du voisin. Retiens-le bien. Il ne tue pas le chardon. Il l'empêche de faire ses courses d'hiver. Et c'est l'hiver lui-même qui fait le travail à sa place, gratuitement, pendant que tout le monde dort. Et voilà aussi pourquoi ton arrachage héroïque de juin est précisément l'erreur dont je te parle depuis le début, celle des 9 jardiniers sur 10. Quand tu tires sur la tige, la racine ne vient jamais en entier. Jamais. Elle casse à 10 ou 15 centimètres de profondeur, là où la terre la serre le plus fort. Ton trophée de 30 centimètres, c'est la petite monnaie. L'essentiel est resté en bas. Et tout ce qui reste porte des bourgeons dormants espacés de quelques centimètres, des yeux qui attendent leur heure dans le noir. Chaque fragment de racine de la taille d'une phalange est une bouture complète, un chardon entier en puissance. En cassant la racine, tu as réveillé tous ces bourgeons d'un seul coup, comme une alarme dans un dortoir. La plante ne se défend pas, elle se multiplie, c'est sa réponse programmée à la blessure.
D'où le cercle de 5 à 8 pouces, 3 semaines plus tard, en rond, autour de ton point de fierté. La motobineuse fait 100 fois pire encore. Elle découpe les racines en confettis et transforme un chardon en colonie, une passe de fraises, et tu as planté un champ entier de boutures. Tu ne pouvais pas le voir venir. Tout se joue sous terre, et entre ton geste et la punition, il s'écoule 3 semaines, assez pour que personne au monde ne fasse le lien. Écris-moi en commentaire, si tu l'as fait toi aussi, cet arrachage de printemps, et dis-moi ta région. Je te parie qu'on va lire la même histoire des Ardennes jusqu'au Var. Il reste maintenant à tout assembler. Et je te préviens, la 5e étape est celle que presque tout le monde saute. Et c'est pourtant elle qui décide de tout. Voici le protocole complet, celui du voisin, celui de Marcel. 5 étapes dans l'ordre. Première étape, tout l'été, tu coupes sans jamais tirer. Dès qu'un chardon atteint le stade de 8 à 10 feuilles, tu le tranches au ras du sol, au couteau ou à la serpette, et tu laisses la racine parfaitement tranquille dans la terre. Chaque coupe l'oblige à dépenser ses réserves pour reconstruire, sans rien casser ni réveiller en dessous. Tu appauvris la cave sans ouvrir de succursale. Deuxième étape, la dernière semaine d'août ou la première de septembre, tu fais la tournée décisive. Tu recoupes toutes les rosettes présentes, proprement, à ras, de préférence par temps sec, et tu repères chaque collet coupé d'un petit bâton planté à côté. Troisième étape, le soir même, tu récupères l'eau de cuisson de tes pommes de terre, bouillante, sortie du feu, et surtout sans sel, retiens bien ce détail, pas une pincée de sel dedans. Tu en verses environ 1 litre, lentement, directement sur chaque collet coupé, pour que la chaleur descende dans la tête de la racine au lieu de se perdre sur les feuilles. L'eau brûlante cuit les bourgeons du haut, et l'amidon des pommes de terre dépose, en refroidissant, une pellicule qui gêne encore le réveil. 2 jours plus tard, tu repasses avec une nouvelle casserole, et tu rebrûles tout ce qui montre le moindre signe de vie. 4e étape, tu recouvres toute la zone de carton brun, sans encre de couleur ni ruban adhésif, et par-dessus, tu poses 10 cm de tonte sèche, de paille ou de feuilles mortes. À partir de ce jour, plus une seule feuille de chardon ne doit voir la lumière de l'automne. Pas une. 5e étape, et c'est ici que tout se joue. Le fameux détail sans lequel les 4 premières ne servent à rien. Le carton reste en place jusqu'en mai, tout l'hiver, sans exception. Même si tout semble mort, dès octobre, même si ça te démange de regarder. Parce que ce n'est pas l'eau qui tue le chardon, comprends-le bien, l'eau ne fait que fermer la porte au bon moment. Ce qui le tue, c'est la cave vide au premier gel. Chaque repousse d'octobre qu'on laisse vivre, même 3 feuilles minables au ras du carton soulevé, recharge la racine et annule ta saison entière. La fenêtre de remplissage court de la fin août aux premières gelées, et ta seule mission tient en une phrase, pas une seule pompe verte au-dessus de cette racine pendant toute cette période. Fais-le cette année, et au mois de mai prochain, tu vivras une scène très précise, je te la décris d'avance. Tu soulèveras un coin du carton ramolli par la pluie, tu gratteras 10 cm avec la main, et tu tomberas sur les grosses racines de tes vieux ennemis, blanches et craquantes autrefois, devenues brunes, molles, qui se déchirent entre 2 doigts comme du papier mouillé. Et les vers de terre seront déjà installés dedans, en train de finir le travail. Et pendant que les vers termineront ce nettoyage, retiens un dernier chiffre, celui qui explique pourquoi tu viens de gagner la guerre, et pas seulement une bataille. Moins de 5 chardons sur 100, dans un jardin, viennent d'une graine apportée par le vent. Tous les autres sortent des racines déjà installées sous tes pieds. Toutes ces années où tu coupais les fleurs avant qu'elles ne s'envolent, tu te battais donc contre un 20e du problème,
pendant que les 19 autres 20e creusaient tranquillement sous ta pelouse. En vidant la cave, tu viens de frapper là où vivait presque tout l'ennemi, et c'est pour ça qu'au printemps, le silence sera si complet. Et remarque une chose en passant, tu n'as encore rien acheté. La coupe, c'est ton couteau de cuisine, le carton, c'est l'emballage de ta dernière livraison, et l'eau, tu la fabriquais déjà chaque soir de purée sans le savoir. Depuis des années, tu versais dans l'évier le seul désherbant de vivace vraiment efficace de ta maison, pendant que le bidon à 30 € trônait sur l'étagère du garage. Ça fait drôle, non, de réaliser que la réponse partait aux égouts pendant que le problème poussait dehors? Prends une seconde pour voir l'ensemble. Parce que la coupe, l'eau bouillante et le carton ne sont pas trois astuces posées côte à côte. C'est une seule machine, et son moteur, c'est le calendrier de la plante retourné contre elle. Les coupes d'été font des pensées. L'eau du soir d'août ferme la porte. Le carton interdit les courses d'automne et le gel encaisse la cave vide. Toi, tu n'as tué personne. Tu as juste déplacé 3 gestes de quelques semaines. Et la nature a signé le reste. Et le même geste règle 3 problèmes d'un coup. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Les chardons disparaissent, la vie du sol reste intacte, puisque rien de toxique n'est entré dans la terre, et la ligne jardinage de ton budget fond comme la neige d'avril. Un seul soir de fin août, 3 victoires, 0 €. Montre-moi un bidon qui promet ça. D'ailleurs, tu as remarqué ce qui s'est passé au rayon désherbant ces dernières années? Depuis 2019, la loi interdit la vente des produits chimiques de synthèse aux particuliers. Le rayon d'autrefois a fermé pour toi, définitivement. Beaucoup de jardiniers l'ont vécu comme une punition et se sentent démunis face aux vivaces. Toi, tu sais maintenant que tu n'as rien perdu ce jour-là. Ce qu'on t'a retiré ne descendait pas à 2 mètres de toute façon, et ce qui y descend vraiment n'a jamais été en vente. Alors maintenant, choisis, et choisis pour de vrai. Chemin A. Tu continues comme avant, tu arraches en juin avec fierté, tu rachètes un produit par an, et chaque printemps, tu comptes plus de rosettes que le précédent, en accusant la météo. Chemin B. Cette semaine, tu coupes, samedi soir, tu verses l'eau des pommes de terre sur les collets, dimanche, tu poses le carton, et en mai, tu déterres des racines mortes en te demandant pourquoi personne ne te l'avait dit plus tôt. Écris-le en commentaire, A ou B, et explique pourquoi, pas pour moi, pour toi. Quand on formule son choix à voix haute, on s'entend penser, et on se ment beaucoup moins. Et dis-moi aussi combien de mètres carrés de chardon tu affrontes, et dans quelle région, ça m'aide à préparer les prochaines vidéos avec de vrais cas. Avant de te laisser filer vers ta casserole, reste une dernière image, la plus importante peut-être. En ce moment même, sous ton jardin, des kilomètres de racines s'échangent des sucres dans le noir, remplissent leur cave, préparent avril sans te demander ton avis. Ce monde-là ne lit pas les étiquettes, il ne connaît que 2 choses, la lumière qu'on lui laisse et le calendrier qu'on lui impose. Quand tu verses ton eau du soir sur un collet coupé, fin août, tu fais bien plus que désherber un carré de potager. Tu recommences à parler la langue que parlait ton grand-père sans jamais l'avoir apprise dans un livre, celle des saisons qui travaillent pour toi dès que tu cesses de les contrarier. Le chardon retrouve alors sa vraie place, celle d'une plante pionnière faite pour les terres blessées, pas pour ton potager vivant et couvert. La force n'a jamais été dans le bidon, tu le sais maintenant. La force est dans le fait de savoir quand la sève descend et de poser ton geste ce jour-là, pas un mois avant, pas un mois après. Ceux qui savent ça n'ont plus peur d'aucune vivace, ni du chardon, ni du liseron, ni du chien-dent, parce que toutes vivent sur le même calendrier et toutes ont une cave qu'on peut vider. Si cette vidéo t'a rendu ce savoir,
Partage-la à un voisin qui arrache encore en tirant. Il te devra ses prochains étés. Va en profondeur. Tout est là.